BFM Business présente BFM Climat, l'émission. Les entreprises face aux défis climatiques. Thomas Asportas. Bonjour, bienvenue dans BFM Climat, l'émission qui vous aide à réussir votre transition climatique. Aujourd'hui, nous serons en Normandie, à Caen, chez EasyCash. L'enseigne est leader sur le marché de l'occasion. L'occasion, c'est très bien pour décarboner, mais l'entreprise va aller beaucoup plus loin dans la bascule de son modèle d'affaires. Notre reporter Philippe Hindolbeau est sur place et notre expert sera en plateau avec ses solutions. Puis on parlera d'intelligence artificielle aujourd'hui, bien sûr, dans BFM Climat, avec le sommet sur l'IA qui se tient cette semaine à Paris. Et cette question, à laquelle on aimerait bien avoir un début de réponse consensuelle ou en tout cas objective. L'IA va-t-elle tuer ou sauver le climat ? On tâchera d'avancer, d'être fixé avec Maxime Efouy-S du Shift Project et Gilles Babinet du Conseil national du numérique. Et on terminera l'émission avec le journal du climat d'Antoine Poincaré, son regard tranché sur l'actu climatique. BFM Climat, on y va. Et on part donc en Normandie, à Caen, chez l'un des franchisés du réseau EasyCash. L'entreprise a déjà en partie un modèle d'affaires climatique puisqu'elle est sur le marché de l'occasion, mais elle veut aller beaucoup plus loin dans la bascule de son modèle d'affaires. Philippe Hindolbeau est sur place avec les équipes d'EasyCash. Aujourd'hui, je vous emmène dans les coulisses d'EasyCash, une entreprise qui a fait du commerce de produits d'occasion son métier depuis 25 ans. High-tech, électronique, luxe ou encore produits culturels comme ceux derrière moi. L'entreprise est à un tournant aujourd'hui et face aux enjeux climatiques et aux nouvelles attentes des consommateurs, elle doit repenser son modèle économique. Moins de carbone, moins de matières premières et surtout, comment continuer à performer sans vendre toujours plus? Voilà l'une des questions et surtout le pari d'EasyCash et on vous explique tout ça justement tout de suite avec leurs équipes. Une des questions qu'on se pose aujourd'hui chez EasyCash, puisque ça fait près de 10 ans qu'on vend nos produits d'occasion sur notre site easycash.fr, et de savoir quelle est la part et la répartition idéale entre justement les ventes qu'on fait en physique magasin et celles qu'on fait sur le digital et donc sur le site easycash.fr. Bon, c'est une question sur laquelle on n'a pas encore toutes les réponses puisque je dirais la sensibilité des uns et des autres peut faire qu'on pense qu'il est plus pertinent de privilégier donc la clientèle locale, surtout quand on vend des produits d'occasion, parce que moi j'ai toujours considéré qu'il était plus pertinent de vendre une PS4 à Caen quand elle a été achetée à Caen d'occasion plutôt que d'aller la vendre à l'autre bout de la France, alors qu'il y a sans doute un magasin d'occasion et qui plus est un EasyCash qui serait capable de le faire à ma place. Donc c'est vrai que pour justement favoriser cette clientèle locale, on a besoin de garder aussi certains produits pour nos clients qui font l'effort de venir tous les jours en magasin. La vraie question est et en fonction de leur mode de déplacement, est-ce qu'il est plus pertinent d'un point de vue carbone qu'ils prennent le temps de venir chez nous pour acheter le produit in fine, ou est-ce que, puisqu'on sait qu'il y a des études qui existent au niveau de la livraison, que parfois le bilan carbone peut être meilleur lorsque c'est un livreur qui fait le tour du quartier pour faire les différentes livraisons. Bonjour Anne-Catherine Péchineau. Bonjour. Merci de nous avoir accueillis chez vous, dans votre entreprise, en tout cas chez un de vos franchisés à Caen. Vous êtes aujourd'hui à Paris en plateau avec nous sur BFM Climat pour qu'on vous aide à avancer sur vos défis climatiques. Et c'est Isabelle Albertalli qui va s'en charger aujourd'hui. Bonjour Isabelle. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes la directrice climat de BPI France. Question compliquée. On voit bien que c'est un peu contradictoire. Enfin, en tout cas, qu'on a du mal à trouver une réponse claire d'un point de vue climatique, ce qui est le plus vertueux entre le commerce en ligne et le commerce physique. Effectivement, question compliquée et l'ADEME n'a même pas complètement réussi à trancher parce qu'en fait, ce qui va compter, ça va être effectivement le point de déplacement de l'objet du point A au point B. Et donc là, on a déjà des objets qui viennent d'Europe, qui viennent même plus localement. D'habitude, l'empreinte vient, est-ce que ça vient d'avion ou pas? C'est pas le cas ici. Ensuite, on peut se dire, de toute façon, en ligne, il faudra bien un entrepôt pour pouvoir ensuite faire les derniers kilomètres. Il y a une certaine distance. Donc, avoir un seul entrepôt qui concentre tout pour livrer toute la France, ça finalement carbone plus que d'avoir plusieurs entrepôts. Et donc, on pourrait se dire, chaque magasin sert aussi d'entrepôt. Donc, cette répartition locale aide largement en fait, à minimiser l'impact carbone. Et dernière chose, et c'était souligné dans le reportage, effectivement, lorsque les gens viennent aussi revendre, il vaut mieux que ce soit local et qu'ils puissent avoir le moins de distance possible à parcourir. Donc, je pense que le modèle hybride, là, s'applique en utilisant les magasins aussi, évidemment, comme entrepôt pour la vente en ligne. Anne-Catherine Péchineau, d'un point de vue commercial, est-ce que vous pourriez imaginer dire à vos clients, tel produit, vous le trouverez qu'en magasin ou qu'en ligne? Ou est-ce que ça, d'un point de vue commercial, c'est pas possible? Vos clients, ils vous suivront pas? Alors, on le fait déjà sur certains types de produits, notamment, par exemple, les télés qu'on vend qui se livrent relativement mal. Donc, on fait du click and collect uniquement. Et il y a certaines périodes de l'année sur lesquelles nos commerçants ou nos franchisés peuvent décider de réserver certains produits
que à leurs clients physiques, notamment quand il y a des produits pénuriques, typiquement la PS5 juste avant Noël, qui est difficile à trouver. On préfère privilégier un client qui prend la peine de se déplacer. Après, quand on regarde notre bilan carbone, on s'aperçoit que néanmoins, l'impact du déplacement de nos clients physiques en magasin est loin d'être neutre et qu'il faut qu'on travaille sur des solutions décarbonées. C'est aussi la raison pour laquelle on s'implante de plus en plus en centre commercial ou en centre-ville, là où il y a des moyens de transport plus vertueux. Et mobilité douce. Allez, on retourne sur place avec Philippine parce que décarboner, évidemment, c'est fondamental, mais vous voulez aller beaucoup plus loin dans la bascule de votre modèle d'affaires. Deuxième défi, réduire son empreinte environnementale au-delà du carbone. Si la décarbonation reste au cœur, bien sûr, de toutes les stratégies, EasyCash veut aller plus loin, notamment en réduisant l'impact de son activité sur les matières premières. Mais alors, comment mesurer cet impact et quels outils utiliser? L'entreprise manque aujourd'hui de solutions concrètes, mais cherche à adapter son modèle pour mieux respecter les limites planétaires. Par définition, on fait des produits d'occasion. Donc on peut se dire qu'a priori, c'est quand même plus vertueux que d'acheter des produits high-tech en neuf. Malgré tout, on se rend compte que dans les produits d'occasion qu'on peut être amené à proposer à nos clients, on en a de différents types. Le premier va être des produits qui ne sont plus vendus en neuf aujourd'hui, donc qu'on va retrouver sur le marché et pour lesquels on va leur donner une deuxième, troisième, voire même une quatrième vie. Ça peut être le cas sur des iPhones un peu anciens comme de l'iPhone X, des produits qui datent de 2017-2018. En revanche, est-ce que quand on est revendeur comme moi chez EasyCash, on peut se dédouaner de l'empreinte carbone qu'a un iPhone 16 que je peux aussi proposer à la vente ici, qui est sorti il y a 3 mois. Et est-ce que parce que il a été vendu d'occasion, bien, moi, je n'ai pas à me soucier de cette question-là. Je pense qu'objectivement, la réponse est clairement non, et auquel cas, on a un devoir, nous aussi chez EasyCash, eh bien, de prendre en charge une partie de la fabrication du bilan carbone donc de cet iPhone et de voir quelles répercussions ça pourrait avoir dans le futur. Parce que si on se dit que le but, c'est de réduire au maximum l'empreinte d'EasyCash, eh bien, sans doute que dans la pédagogie qu'on devra avoir avec nos clients, on devra dans le futur pousser davantage la vente de ces iPhones-là plutôt que le dernier iPhone qui vient de sortir. On voit bien que comme on vend beaucoup de produits électroniques, notre impact sur la planète, notre impact positif, est probablement presque plus lié aux émissions, enfin aux extractions évitées plutôt qu'au bilan carbone. Alors la CSRD est un début de solution et on s'y est d'ailleurs engagé de façon enthousiaste. On trouve que c'est top, mais ça ne suffit pas et la CSRD ne s'applique actuellement que aux ETI et pas forcément aux magasins franchisés. Donc on cherche des solutions pour compter ce qui compte vraiment. La CSRD, c'est top. Celle-là, on va l'encadrer, hein, Anne-Catherine Pechinot, parce qu'on n'entend pas souvent. Mais vous mettez le doigt quand même sur un point fondamental. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on sait mesurer le carbone, mais pas tout le reste. Et pourtant, bien évidemment, c'est fondamental. Comment est-ce que vous pouvez l'aider, Isabelle Albertalli ? Là-dessus, il faut, vu toutes les matières dans le magasin, faire des analyses de cycle de vie. C'est-à-dire, on regarde pour un objet donné toute la vie, ce qui se passe pour extraire, fabriquer, et ensuite utiliser, et puis recycler ou réutiliser. Et donc, en fait, ça nous permet de savoir, dans ce cycle de vie, quel est l'impact matière de l'objet. Il y a beaucoup d'objets différents, donc a priori, ça va être difficile de faire sur l'ensemble des produits, des références. Donc peut-être se focaliser sur les produits qui sont le plus vendus ou qui ont le plus d'impact, les high-tech typiquement. Et une fois qu'on a ça, c'était une bonne question que se posait le franchisé, de se dire, est-ce qu'il y en a certains que je vais plus mettre en avant ? Pour certains objets, on pourrait même aller encore plus loin et se dire, si je veux diminuer mon impact matière, pour ceux dans le cas où ça fonctionne, de se dire est-ce que je vais pouvoir certains en louer. Je pense aux outils de bricolage, je pense à des livres, c'est-à-dire les gens les prennent et puis les ramènent. Pour le téléphone, c'est un peu moins facile en général, les gens aiment bien le garder un petit peu plus longtemps. Mais voilà, il y a quand même deux façons, une analyse du cycle de vie et réfléchir à ce qui peut rentrer dans de l'usage. À creuser. Anne-Catherine Pechinot, c'est vrai, je rebondis sur ce que dit Isabelle et sur ce que disait votre franchisé. Il faudrait arriver à faire comprendre à vos clients que la valeur, la désirabilité, elle est dans ce qui dure plutôt que dans ce qui est neuf. C'est pas évident, ça aussi, comme changement de paradigme commercial. C'est des changements de mode de consommation et des changements de mentalité. Nous, on a commencé en mettant des ateliers de réparation dans nos magasins de façon à pouvoir donner une durée de vie, une seconde vie ou une troisième ou une quatrième vie à tous les produits. Et puis pour pouvoir racheter également des produits qu'on ne rachetait pas auparavant parce qu'ils étaient trop abîmés. Mais on voit bien qu'il y a toute une évangélisation des clients à faire et que ça passe également par beaucoup de data. Parce que comment dire à un client que tel produit va avoir
avoir un meilleur impact. Donc c'est le sujet sur lequel on s'est engagé cette année, notamment en travaillant sur l'effet rebond de la seconde main et pouvoir s'assurer... Mesurer les choses, parce qu'on ne peut améliorer que ce qui se mesure. Évidemment, et vous l'avez dit. On retourne une dernière fois sur le terrain, parce qu'on voit bien que vous êtes très ambitieux dans votre bascule, mais encore faut-il que tout le monde vous suive, à commencer par vos franchisés. Troisième défi, convaincre son réseau de franchisés d'adopter un modèle de sobriété. Vendre plus pour gagner plus, c'est vrai, c'est la logique habituelle du commerce. Mais chez EasyCash, la réflexion change complètement. Comment améliorer ses résultats sans chercher à vendre toujours plus de produits? Voilà un vrai défi culturel pour les vendeurs en magasin qui doivent adopter bien sûr une nouvelle approche centrée sur la valeur et non plus sur le volume. Chez EasyCash, nous avons un réseau de 162 magasins avec des franchisés, des chefs d'entreprise. Et un chef d'entreprise, il a été bercé par le volume. On a été élevé comme ça. Donc comment est-ce qu'on fait pour pouvoir embarquer des réseaux de chefs d'entreprise vers plus de sobriété, vers des renoncements? Comment est-ce qu'on fait pour pouvoir convaincre les gens que cette voie-là est la bonne? Tout le monde n'est pas comme Lyndon, notre franchisé de Caen dans le réseau, convaincu qu'il va falloir changer les choses. Et il y a un vrai sujet d'embarquement pour nous si on veut avoir un impact important, parce que ce n'est pas un magasin qu'on va y arriver, il va falloir en avoir quand même une cohorte pour pouvoir changer les choses. Vous avez le sens de la formule, Anne-Catherine Pechinot, une cohorte de patrons climatiques. J'aime bien cette formule-là. Isabelle Albertalli, comment faire pour embarquer le plus grand nombre? Ça, c'est un sujet évidemment fondamental dans la bascule des modèles d'affaires. Effectivement, et ça se pose à peu près partout. En général, on commence par de la sensibilisation, au moins comprendre les enjeux, mais je sais qu'ils ont déjà fait ça chez EasyCash. Ensuite, il va forcément y avoir certains plus motivés que d'autres, donc essayer de s'appuyer aussi sur eux pour continuer à influencer ceux qui se posent encore des questions. Et peut-être ensuite passer à l'étape un peu plus spécialisée, c'est-à-dire par... expertise, c'est-à-dire que certains magasins vont peut-être vendre plus certains produits que d'autres, se dire est-ce que certains peuvent trouver, donc lancer un peu un challenge de qui trouvera une solution sur ce type de produit, ou un challenge entre eux, c'est-à-dire se dire qui fera mieux que d'autres, ça peut être aussi ça dans un esprit commercial un peu compétitif, ou même se dire est-ce qu'on peut à certains moments faire un échange de bonnes pratiques, c'est-à-dire moi j'ai trouvé qu'en faisant ça tu pouvais gagner du chiffre d'affaires comme ci, mais moins d'impact là. Voilà, il y a aussi un échange à se faire, il faut entraîner vraiment par tous les moyens possibles. Une émulation en interne, vous allez mettre ça en place? Ça marche extrêmement bien. Moi, j'ai un réseau de compétiteurs, donc je sais que si je fais des compétitions, ça va marcher. Oui, mais on change un peu la compétition, là. C'est pas juste faire de chiffres. C'est des nouvelles règles du jeu, quoi. C'est des nouvelles règles du jeu. Est-ce qu'ils ont envie de jouer? Ils vont jouer petit à petit. Nous, on est vraiment sur la théorie de la bascule, en se disant qu'il faut qu'on arrive à convaincre 25% du réseau pour que ça fasse partie des habitudes. Ça sert à rien de vouloir convaincre ceux qui sont complètement réfractaires. Et on s'est également engagé sur des dividendes climat qu'on va remettre à chacun des franchisés en mesurant leurs émissions évitées dès cette année pour montrer qu'il y a de la valorisation qui peut être sur autre chose que des multiples de EBITDA. Bon, ce sera le mot de la fin. Merci beaucoup à toutes les deux, Isabelle Albertalli chez BPI France et Anne-Catherine Pechinot d'EasyCash. C'était passionnant parce que vraiment concrètement, là, on a pu voir à quoi pouvaient ressembler les modèles d'affaires climatiques de la distribution grâce à vous. Un cas très concret. Allez, on a parlé commerce et produits d'occasion, on va parler d'intelligence artificielle.